Vous regardez 64 minutes, une émission aux couleurs de l'Amérique aujourd'hui. Nous sommes le 4 juillet, le jour de l'indépendance, 250e anniversaire. Il y a les commémorations officielles et celles organisées par Donald Trump. Le président américain veut imprimer sa marque et politiser cet événement. On en débat avec mes invités. Hélène Kuntz est toujours avec nous. Bonsoir, rebonsoir. Professeur à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris chez Librinova. Nous sommes encore avec Jérôme Viala-Godefroy. Rebonsoir. Docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle, auteur de Les mots de Trump chez Dalloz. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie Jeff Hawkins. Bonsoir. Bonsoir. Ancien diplomate américain, vous êtes aussi chercheur associé à l'IRIS et enseignant à Sciences Po. Alors c'est un peu la question du jour. Est-ce que pour vous, qui êtes américain, c'est une fête importante, le 4 juillet ? Est-ce que le fait est important? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est essentiel parce que c'est une façon bien ancrée dans la tradition américaine de célébrer tout ce que nous avons accompli et peut-être un peu regarder à l'avenir tout ce qu'il reste à faire. Et c'est surtout, et je pense que pas mal de gens l'ont déjà évoqué, un moment d'unité. Oui. Et dans une Amérique qui semble si divisée en ce moment, cette unité est essentielle. Unité essentielle, mais est-ce que c'est vraiment le cas, Hélène Kuntz? Est-ce que vous pensez, pour ce 250e anniversaire, l'Amérique est unie aujourd'hui? Alors, c'est un jour férié. Donc, si vous voulez, les gens le prennent comme un jour férié. Avec, voilà, c'est l'occasion de mettre à côté les divisions et de ne pas se préoccuper de la politique proprement dit. Donc, je pense que les gens en profitent de ça. Alors, les gens en profitent, on l'a vu tout à l'heure, notamment à Brooklyn. Et Donald Trump, il a donné le coup d'envoi des festivités hier, dans un lieu très symbolique, puisque c'était au pied du mont Rushmore. Et il a mis en garde contre une menace intérieure. On va l'écouter. Pourtant, à l'approche de ce magnifique anniversaire, nous voyons notre identité américaine faire face à une nouvelle offensive. Une génération après avoir mené et remporté la guerre froide contre la menace communiste, celle-ci refait surface sur notre sol, notamment par l'intermédiaire de nouveaux arrivants qui adhèrent à des idées totalement opposées à notre mode de vie et à notre formidable réussite. Alors, Jérôme Viala-Godefroy, vous qui étudiez les mots, la rhétorique du président Trump, qu'est-ce que vous comprenez dans ce qui est étudié là ? Alors, il essaie de mobiliser à nouveau en fait sa base MAGA pour qu'ils aillent voter, parce que certains, en tout cas du côté républicain, plus globalement aussi, la dynamique n'est pas vraiment là à ce stade. Et là, c'est une manière aussi de dynamiser par rapport à cette idée que l'existence même de la nation serait en jeu en réalité. L'ennemi intérieur, c'est quelque chose qu'il pratique depuis son premier mandat, notamment, je rappelle que les médias, c'est l'ennemi du peuple. Il l'a dit très très souvent en parlant des fake news. Et là, il parle du communisme parce qu'on voit aussi une montée des démocrates socialistes. Alors il fait évidemment l'amalgame entre socialistes et communistes, comme ça a souvent été fait. Et il profite de ça, et quand il fait aussi l'amalgame avec les immigrés. Et il ne faut pas oublier, par exemple, l'élection de Mamdani, qui est d'origine indienne. Donc le maire de New York. Voilà, qui a été élu sur un programme très à gauche, mais pas communiste pour le coup. Alors Jeff Hawkins, vous avez dit aujourd'hui, ce 4 juillet, c'est pour se projeter dans l'avenir. Là, le président américain, il regarde en arrière. Il nous parle de la guerre froide. Oui. Et d'ailleurs, cette idée de mettre le peuple américain en garde contre le communisme et tout ça, ça a des relents des années 50. C'est plus du tout d'actualité. Et quand on parle des progressistes et démocrates, surtout les Européens, ils doivent se dire que ce n'est pas le communisme ou même le socialisme que vous connaissez en Europe. C'est un socialisme très léger, très light à l'américaine. Eux, ils en pensent quoi, les Américains? Est-ce que agiter le chiffon rouge du communisme, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Je ne sais pas. Peut-être aux électeurs de Trump, et surtout les gens plus âgés qui ont toujours cette mentalité du passé, mais c'est plus d'actualité. C'est juste une façon, encore une fois, de rallier ses troupes à la veille des élections qui, pour lui, seront très importantes. Ça va être crucial, les élections de mi-mandat. Oui, mais enfin, c'est peut-être l'actualité si elle a des idées pour envahir le Cuba. Vous voyez bien, après le Venezuela, pour lui, il estimait que l'opération était relativement facile, malgré tous les dégâts que ça a causé chez les gens. Il a complètement échoué en Iran
Et c'est extrêmement difficile d'admettre. Donc, j'imagine bien qu'il aimerait bien tourner l'attention vers le Cuba, qui malheureusement... C'est vrai qu'il y a fait une petite pause, Hélène, là, parce que c'est vrai que là, il a quand même sollicité oui, mais ses forces, les médias du monde entier, le monde entier même, l'économie. Oui, mais quand on pense au Cuba, surtout aux États-Unis, on pense au communisme, vous voyez. Donc, je pense que c'est peut-être là où il veut faire un amalgame entre le Cuba, le communisme et la nécessité d'envahir le Cuba, c'est ce que je crains. Un autre élément qui est quand même important dans ce discours, c'est ce qu'il a dit aussi au niveau des élections, c'est-à-dire qu'il a répété qu'il fallait se débarrasser du filibuster, c'est-à-dire c'est ce qui exige que le Sénat vote à 60% pour qu'une loi passe, et afin d'avoir juste une majorité simple pour pouvoir faire plus de lois. Il a dit, si on ne fait pas passer le filibuster, on va perdre les élections. Et il faut qu'on le change parce que comme ça, on gagnera les élections pour les 100 prochaines années. Donc ça montre bien en fait cette volonté aussi de pervertir le système pour pouvoir rester au pouvoir, même en étant conscient qu'il risque d'être minoritaire. Et en plus, alors on voit que le discours est politique, et il y a aussi ces deux organisations parallèles, ce Freedom 250 qu'il a mis en place. Alors bon, ça s'annonce mal puisqu'on l'a dit, il fait très très chaud, il n'y a pas beaucoup de monde à cette grande foire qui se passe à Washington, la parade a été annulée. Ça peut se retourner contre lui parce qu'il a voulu... Bon, je vais peut-être un peu loin dans l'analyse, mais vous allez me le confirmer, il a quand même voulu... tirer la couverture à lui en organisant ses propres événements. Là, ce soir, il parle d'un grand feu d'artifice incroyable, un hommage à l'Amérique. Puis il y aura son discours le plus long possible, peut-être à la Fidel Castro. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sa volonté de politiser une journée qui, traditionnellement, n'a rien de politique, qui est au fait le contraire de politique. C'est vraiment un moment où on se ressemble, où on se rassemble, on mange des hot dogs, on regarde les feux d'artifice et de quel bord qu'on soit, on est ensemble, américains. Et lui, avec cette série d'événements à Washington, totalement politisés, avec les images géantes du président un peu partout, avec les projets pharaoniques d'Arc de Triomphe et de salles de fête. Encore plus grand qu'en France, parce que lui, il ne va pas se contenter d'un Arc de Triomphe qui est moins grand que celui de Paris. Mais tout ça, c'est pas du tout dans nos coutumes, pas dans nos mœurs, et c'est une perversion de cette fête nationale, et ça va peut-être mobiliser ses supporters, j'en sais rien, mais ça va aussi dégoûter pas mal d'Américains. Et c'est pas ça le but de ce genre de célébration. Alors justement, on va retourner à New York, plutôt à Brooklyn, avec Elisabeth Guedel, notre correspondante, qui se retrouve avec Rick. Donc voilà, ils sont en train de s'organiser pour... voilà, on les retrouve tous les deux, s'organiser pour fêter, célébrer ce 4 juillet. Elisabeth, justement, j'aimerais savoir si Rick, il est dupe ou pas. Est-ce qu'il pense lui aussi que Donald Trump essaye de récupérer politiquement cet événement, et qu'est-ce qu'il en pense ? Alors Rick ne vous entend pas, je vais répéter la question. Donc on a l'impression que Donald Trump veut s'approprier l'héritage de 1776. Est-ce que vous êtes dupe de ça? Est-ce que les Américains se rendent compte de cette récupération politique? Merci Elisabeth. Je commence en disant que je pense que, évidemment, la plupart des Américains étaient dupés en 2024. Mais maintenant, quelques années après, je pense que il faut être aveugle et sourd pour ne pas être dupé. Ils s'en rendent compte, mais est-ce qu'ils en tiennent? Est-ce que c'est important pour eux? Je pense que ça dépend des gens, surtout. Mais le problème, c'est que Donald Trump a créé tellement de bruit, de chaos, qu'on fatigue de tout ça. Et c'est difficile à suivre tout ce qui se passe un jour à l'autre, une semaine à l'autre. Et d'une certaine façon, les gens s'en fichent au bout d'un certain moment. Ils sont habitués finalement. Ça, c'est un peu le génie de Donald Trump, à mon avis. Mais oui. Donc en fait, ils s'en fichent. En tout cas, aujourd'hui, on peut le voir. Hein, quel que soit, il y a beaucoup de républicains autour de nous aujourd'hui. C'est pas une question qui se pose. On peut l'entendre en discutant. En tout cas, c'est pas une question. On parle pas de politique. J'entends pas politique. On est là pour en profiter. Et en fait,
l'échéance suivante, ce sera effectivement les élections du mois de novembre. Et les Américains, manifestement, voteront en fonction de leur situation économique. Oui, exactement. Mais je voudrais juste commencer en disant que dans ce club, la politique, on n'aborde pas le sujet beaucoup. Mais je sais qu'il y a pas mal de républicains autour de moi. Moi, je ne suis pas pro-Trump. Il y a ceux qui sont pro-Trump ici. Il y a les républicains qui ne sont plus pro-Trump. Mais on n'en discute pas parce que ici c'est un endroit pour le loisir et le bateau. Mais pour répondre à votre question, quelle est votre question? Que les Américains, finalement, s'en fichent et vont voter au mois de novembre, le 3 novembre. Ce sera en fonction de leur situation économique. Oui, non, mais ce que j'allais dire, qu'autour du pays, à mon avis, il y a une grande déception. Il y a le prix du pétrole qui a augmenté énormément. On comprend, mais est-ce qu'ils s'en fichent finalement qu'il y ait une récupération politique de l'héritage de 1776? C'est pas leur critique. Ah oui, c'est ça. Oui, je pense que beaucoup, mais il faut faire attention. Même si on lit les journaux, si on regarde la télévision, chacun sa propre boule. C'est difficile à savoir exactement ce qui se passe pour beaucoup de mes... Voilà. On a compris, donc, Rick, finalement, c'est une journée où on ne se préoccupe pas beaucoup de cette question, Estelle. D'accord, voilà, on a bien compris que c'était un moment pour se retrouver et faire la fête ensemble. Alors, parfois, certains pourraient se dire qu'ils sont un petit peu quand même exclus de la fête. Je lisais pas mal de témoignages d'Afro-Américains qui se disent qu'ils sont oubliés. Est-ce que vous aussi, c'est votre ressenti? Hélène Kuntz. Alors, politiquement, si, mais c'est la volonté de ce projet 2025. Et c'est intéressant ce que Rick a décrit là, c'est la stratégie même de Steve Bannon, qui était conseiller à Donald Trump dans son premier mandat. Envoyer trop de choses, tout le temps, ça fatigue la population. À un moment donné, on ne peut plus suivre et on a tendance à abandonner. Donc peut-être c'est ce qu'ils cherchent à mettre en place. Abandonner, ça peut être dangereux, ça peut être à double tranchant. Oui, tout à fait. C'est pour ça, pour ma part, en tout cas, je suis très préoccupée par rapport au midterm. Mais Donald Trump se montre autocrate, kleptocrate, qu'il se permet de récupérer ça, peut-être pour empocher de l'argent, si vous voulez, effectivement, pour plein de communautés, pas que les Nord-Américains. C'est pas quelque chose auquel on souhaite s'associer, mais le 4 juillet, par contre, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'on sent que peut-être que c'est pas exactement comme en France, c'est-à-dire qu'on ne parle pas trop de politique. Est-ce que vous nous confirmez, voilà, entre Américains, c'est pas, en tout cas pas le 4 juillet, semble-t-il. Mais le 4 juillet typique, c'est pas ce qu'on voit à Washington. Le 4 juillet typique, c'est dans les villages, les petites villes, avec le défilé des pompiers, des enfants qui applaudissent, de la glace et tout ça. Ça, c'est... Quand on pense 4 juillet aux États-Unis, c'est plutôt ce genre de fête un truc sur... oui, rodéo et grande foire américaine. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une fédération et que c'est au niveau des États et des communautés locales. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Boston, à Philadelphie, qui sont des lieux historiques importants. Mais il y a quand même, pour ce 250e anniversaire, une tentative, déjà depuis longtemps, de Donald Trump, de changer le récit national. Oui. Par exemple, il a fait un décret en mars 2025 en disant qui s'intitulait « Restaurer la vérité et le bon sens dans l'histoire ». Et parmi ce qu'il disait qu'il fallait faire, c'était par exemple ne plus parler de l'esclavage, notamment du fait que Washington avait des esclaves, voilà ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... George Washington, donc, qui était le premier président. Et qui, effectivement, était vu longtemps comme une sorte de demi-dieu, mais qui avait aussi ses propres faiblesses, et notamment les 12 premiers présidents étaient des esclavagistes. Il faut pas l'oublier. Et ça, c'est quand même quelque chose. Il veut sanétiser un peu, enfin, faire que... purifier le récit et le rendre patriote, qu'il n'y ait plus de critique en fait. Et c'est cette volonté de vraiment changer. Et ça a des effets concrets. Il a tenté de changer ça dans tous les musées fédéraux. Le Smithsonian, qui est un des grands musées à Washington, même à Philadelphie, ils ont enlevé l'hommage aux 9 esclaves du premier président américain, mais la justice a ordonné la réinstallation. Et c'est ce qui se passe très souvent, c'est qu'il est remis après, mais en cause par la justice, parce qu'on va
devant le juge pour se plaindre du fait que l'État fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire normalement. Alors Jeff Hawkins, justement sur cette réécriture de l'histoire, on voit qu'il y a le musée virtuel des pères fondateurs qui est donc sur le site de la Maison Blanche. Là aussi, c'est avec l'intelligence artificielle, donc il y a une volonté d'expliquer l'histoire, mais peut-être pas dans son entièreté ou dans sa véracité. Oui. Pareil, il y a des bus, on va aller voir tout à l'heure, des bus avec le logo Freedom 250, donc le logo lancé par Donald Trump. Donc il y a vraiment cette envie, en fait. Tout à fait, et de façon éhontée. Par exemple, dans le couloir qui mène au bureau ovale dans la Maison-Blanche, il y a une image de chaque président avec une petite étiquette en dessus qui explique un peu qui c'était. Trump, bien sûr, c'est le Trump combattant et il est le meilleur président qu'on a jamais vu aux États-Unis. Son prédécesseur, Biden, il n'y a pas d'image de Biden. Il y a une image du autopen, donc le stylo automatique, parce que c'est une façon ouverte de critiquer son prédécesseur. Et c'est pareil pour tous les autres présidents. Les présidents que Trump il aime, on dit que oui, il était formidable, et les présidents que Trump n'apprécie pas, il y a des critiques, souvent des critiques mensongères. C'est juste pas possible. Donc, on est en train de réviser. Et pas que l'histoire. Je veux dire, on est en train d'effacer que ce soit les immigrés qu'on essaie d'écarter de façon massive. On parlait tout à l'heure du rôle des Afro-Américains, mais par exemple, dans l'armée américaine, dans la marine, on est en train d'écarter les officiers supérieurs de couleur, des femmes. Je veux dire, partout, on est en train Et ça n'émeut personne, ou c'est parce que justement, il y a tellement d'informations, comme le disait tout à l'heure Rick, qui est en direct de Brooklyn, finalement, les Américains sont un peu submergés, donc ils n'arrivent plus à réagir Il y en a qui apprécient. Oui. C'est justement les supporters de Trump. Il y en a qui n'apprécient pas, et c'est souvent les démocrates, et il y en a qui peut-être ne font pas attention parce que tout le monde n'est pas branché sur la politique. Il y a deux lignes narratives importantes, c'est la question raciale et la question religieuse. En fait, il essaie de recréer ou de créer un fantasme sur une Amérique blanche chrétienne. Donc on a vraiment le nationalisme chrétien. On a eu il y avait d'ailleurs parmi les festivités qui ont commencé sur le 250e, il y avait cette prière nationale qui a eu lieu à Washington. Et là, c'est des mélanges de genres qui ne se faisaient pas jamais à ce point-là aux États-Unis, en tout cas. Et c'est tout à fait paradoxal parce que Donald Trump n'a jamais montré à combien il peut être lui-même pratiquant, mais il a réussi. Il le met beaucoup en scène à la Maison-Blanche, oui. Oui, mais enfin, il a capté cet auditoire, mais toutefois, ce n'est pas la réalité de sa propre personne. Et vous savez, c'est plus terrible que ça. Dans le Texas, dans l'Oklahoma, on oblige désormais les écoles publiques à acheter une copie de Bible où il y a la Constitution qui est tout à la fin. Et c'est le pur hasard, mais c'est édité par Donald Trump. Vous voyez, il vend toujours beaucoup de marchandises de sa casquette blanche jusqu'à tout ce qu'on voit là aujourd'hui. C'est la commercialisation de la présidence. Là, d'ailleurs, les chiffres sont tombés. Il a énormément gagné. Il est obligé. Enfin, en tout cas, les chiffres existent. Juste pour revenir sur les pères fondateurs, c'est très important. C'est aujourd'hui qu'on les célèbre. On voit que Donald Trump prend chez eux ce qu'il a envie de prendre. Il y a un sondage de l'université Quinnipiac, alors c'est au Connecticut, qui a montré que 61% des Américains estimaient que les États-Unis n'étaient pas à la hauteur des idéaux énoncés dans la Déclaration d'indépendance de 1776. Ça ne doit pas vous surprendre? Non, du tout. Parce que, en tout cas, chaque démocratie est un projet en évolution, n'est-ce pas? Il n'y a pas de démocratie parfaite. Et c'est certainement vrai pour les États-Unis et aussi pour la France. Il y a un acheminement. Et donc, il faut absolument souligner, accepter et se souvenir de notre passé difficile. Donc, parmi les signataires de la déclaration d'indépendance, des propos mais qui inspirent des générations et des générations d'Américains. Il y avait une cinquantaine de signataires et dont, je pense, 43
étaient des propriétaires d'esclaves. Et on voit Frédéric Douglass, justement, qui s'est exprimé. C'est une figure très importante. Oui, parce qu'il a écrit justement qu'est-ce que le 4 juillet pour l'esclave, en fait, pour des esclaves. Et il se réapproprie, en fait, le document, justement, de la déclaration d'indépendance pour dire, justement, si on veut être cohérent, en gros, il faut supprimer l'esclavage. On avait aussi, pareil, les mouvements féministes, Seneca Falls par exemple, qui pareil, se sont appropriés finalement le 4 juillet pour justement aller au bout de ces valeurs et de cette logique qui émanait de 1776. Et il ne faut pas se dire oui, l'esclavage c'est l'histoire ancienne, on ne doit pas faire attention. Mon père, par exemple, il est originaire de la Louisiane. Il a vécu dans un État qui était totalement ségrégué racialement. Par la loi, hein. C'était pas la pratique, c'était par la loi. Et de nos jours, les divisions, les statistiques montrent qu'il y a, dû en partie à notre histoire de l'esclavage et tout ça, il y a des différences énormes entre les populations américaines. Nier ça, essayer d'effacer ça, c'est nier une partie importante de notre population. Et c'est inacceptable. Juste très brièvement, parce que malheureusement, on arrive... Dites-moi, Hélène, le mot de la conclusion. Il ne cherche pas à le nier, il cherche à dire que c'est comme ça aurait dû être. Et il cherche à revenir sur cette passé-là. Le progrès qu'on dit, c'est le progrès aujourd'hui, pour certaines personnes, ce n'est pas du tout un progrès. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau donc pour ce 4 juillet, et puis pas n'importe lequel. Merci infiniment. Et nous, on se retrouve demain. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.